Faut prendre le temps de prendre son temps. L'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy a suscité de nombreux commentaires et analyses contradictoires. En dehors de toutes ces enquêtes, une chose intéressante est le film d'Abraham Zapruder sur cet événement. Une théorie soutient que le film a été manipulé et qu'il ne retrace pas réellement ce qui s'est passé ce jour-là. On verra pourquoi ce doute est crucial dans la société actuelle. Rappelons quelques faits. Le 22 novembre 1963, le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. On arrête Lee Harvey Oswald, 24 ans, qui est tué 48 heures après par Jack Ruby dans les garages du quartier général de la police de Dallas, en direct, devant les journalistes et sous les yeux de millions de téléspectateurs, alors que la police s'apprêtait à le transférer vers la prison du comté. Le nouveau président, Lyndon Johnson, nomme une commission d'enquête composée de 7 Américains éminents pour enquêter sur l'affaire, dont Alan Dulles, chef de la CIA. Dans sa conclusion, la commission Warren se limite seulement à 3 tirs. 3 douilles d'un fusil ont été trouvées dans un bâtiment au 6e étage du dépôt de livres scolaires où Lee Harvey Oswald travaillait. Ce dernier a assassiné seul le président Kennedy. Il ne faisait pas partie d'une conspiration nationale ou étrangère. Puis, 12 ans plus tard, une copie pirate de l'assassinat, tournée par le fabricant de robes Abraham Zapruder, est montrée au public dans un talk show Goodnight America sur ABC TV le 6 mars 1975. Il n'est pas question ici d'étudier tous les manquements de la commission Warren, mais de s'intéresser uniquement au film de Zapruder. Après JFK en 1992, le cinéaste Oliver Stone a réalisé un documentaire, JFK, l'enquête, en 2021. Il y a, entre autres, une personne fort intéressante dans ce film, Doug Horn. Doug Horn a fait partie du personnel de l'Assassination Records Review Board, l'ARRB, et est l'auteur en 5 imposants volumes Inside the Assassination Records Review Board, en français au sein de l'ARRB, la dernière tentative du gouvernement américain pour concilier les preuves médicales contradictoires de l'assassinat de JFK. Suite aux nouveaux entretiens effectués par la House Select Committee on Assassination,
HSCA, qui ont mis à mal les incohérences massives du rapport Warren, une loi visant à élucider plusieurs assassinats, dont celui du président Kennedy, a fourni des fonds. La RRB s'est formée. En son sein, Doug Horne a, pendant 3 années, d'août 1995 à septembre 1998, été employé en tant qu'analyste principal de l'équipe des archives militaires. Dans 5 vidéos intitulées Altered History, Doug Horne intervient longuement et en détail sur l'autopsie falsifiée du président Kennedy et sur le film d'Abraham Zapruder, modifié selon lui par les services secrets. Il a aussi écrit un long article relatant toutes les informations intitulé The Two Unpick Zapruder Film Events. Il s'est passé une chose étrange. Contrairement à ce que l'on a longtemps cru, le film original de Zapruder n'est pas resté au magazine Life à Chicago du samedi soir au mardi 26 novembre 1963 pour la sortie du numéro présentant un total de 31 images en noir et blanc de mauvaise résolution, des agrandissements du film. La chaîne de possession réelle du film de Zapruder indique un niveau d'intérêt extrêmement élevé de la part du gouvernement américain pendant les 3 jours qui ont suivi l'assassinat de Kennedy. Revenons en arrière quelques instants. Le vendredi 22 novembre, le film de Zapruder est développé à l'usine Kodak de Dallas. Il s'agit d'une pellicule double 8 de 16 mm de large et de 25 pieds de long, avec des trous d'entraînement le long des 2 bords extérieurs. En clair, lorsqu'ils sont tournés, les films maison double 8 sont constitués de 2 bandes d'images de 8 mm, allant dans des directions opposées et inversées l'une par rapport à l'autre. Après le développement, le laboratoire divise en 2, verticalement, le film de 16 mm, puis joint les 2 côtés du film, appelés côté A et côté B, à l'aide d'une épissure afin qu'ils puissent être projetés. Un film double 8 qui a été fendu n'a des trous d'entraînement que d'un seul côté, le côté gauche, et mesure 50 pieds de long. Dans le film de Zapruder, la face A, scène familiale, et la face B, l'assassinat de Kennedy, n'ont pas été divisés afin que Zapruder puisse obtenir 3 copies exposées, des tirages par contact. Zapruder est retourné à l'usine de traitement Kodak à Dallas, où le film original et les 3 copies ont été découpés verticalement, créant 4 films, l'original et 3 copies, en 8 mm. Zapruder rentre chez lui le vendredi et a remis 2 des 3 copies au service secret. La première a été envoyée à Washington par un agent. La deuxième a été prêtée au service secret du FBI à Dallas le lendemain. Richard Stolley, rédacteur en chef de la côte pacifique du magazine Life à Los Angeles, l'appelle et lui demande de discuter de la vente du film le lendemain. Dans le bureau de Zapruder, ce dernier montre à Richard Stolley le film original dans un projecteur 8 mm. Il vend à Life pour $50 000 les droits mondiaux de reproduction du film, non les droits cinématographiques, pour une période de 6 jours, sans exploiter lui-même le film avant le vendredi 29. Après les funérailles du président Kennedy, le lundi, Richard Stolley revoit Zapruder et lui propose un nouveau contrat. Pour $100 000 supplémentaires, Time Incorporation, maison mère de Life, lui achète tous les droits du film original et la propriété des 3 copies. Pourquoi une telle opération, d'autant que le film
ne sera pas diffusé pendant 12 ans. C'est alors qu'une chose étrange s'est passée le week-end juste après l'assassinat. Au cours de l'été 1997, le personnel de l'ARRB a appris que 2 anciens employés avaient en 1963 travaillé sur le film de Zapruder au National Photographic Interpretation Center, NPIC, de la CIA, après l'assassinat de JFK. Homer McMahon, ancien chef du laboratoire de couleurs du NPIC, et Morgan Bennett Hunter, son assistant de l'époque. Les 2 hommes ont participé le dimanche suivant l'assassinat de Kennedy à la création de tableaux d'information et de tirages couleurs demandés par les services secrets à partir du film de Zapruder. L'entretien de Doug Horne avec Homer McMahon n'était que la première moitié de l'histoire de ce qui s'est passé au NPIC le week-end après l'assassinat. Doug Horne a appris en 2009 la seconde moitié de l'histoire. En février 2009, Doug Horne a été contacté par Peter Janney, chercheur sur JFK, auteur de Mary's Mosaic en 2012, qui menait une série d'entretiens en 2009 et en 2011 avec un 3e ancien employé du NPIC. Cet homme est Dino Brugioni, qui a occupé le poste de directeur de l'information au NPIC pendant 2 décennies et demie. Il était le plus grand expert de l'imagerie de reconnaissance aérienne U-2 et SR-71 et de reconnaissance satellitaire Corona et des premiers Keyhole. Il a été l'auteur de plusieurs livres dont Eyeball to Eyeball et Photo Fakery. Une vidéo de 4 heures a été réalisée le 9 juillet 2011 par Doug Horne. Dans The Zapruder Film Mystery, Doug Horne relate sa rencontre avec Dino Brugioni et de ce qui s'est passé au NPIC un jour avant McMahon et Hunter. Le samedi soir, 23 novembre, vers 22 h, 2 agents des services secrets ont apporté un film amateur 8 mm de l'assassinat de JFK au NPIC situé à Washington. L'événement a duré toute la nuit, jusqu'à l'aube. Dino Brugioni était l'officier de service au NPIC ce week-end-là et a été informé de la visite imminente du directeur, Arthur Landau, et que les services secrets allaient apporter un film pour une opération sensible. Brugioni se souvient que le film livré était en 8 mm. Un membre de son équipe a dû acheter un projecteur 8 mm pour le visionner. Il s'agissait du film original de Zapruder et non d'une copie, car Brugioni connaît les différences de qualité entre un film original et une copie. Les images étaient extrêmement nettes. Premier point de taille. Doug Horne nous résume la situation. The most startling thing I learned about the missing briefing boards made from the true original film is that Dino Brugioni, in the film that he studied on November 23rd, saw a very different head explosion than we see today in the film in the National Archives. Dino Brugioni, as he explained to Peter Janney in a personal interview in April of 2011, Dino Brugioni saw a much larger head explosion that went 3 or 4 feet into the air above President Kennedy's head. He described the head explosion we see today in frame 313 of the Exton film as being low in the image. He said his head explosion was very high into the air, and when Dino found out that the present version of the Zapruder film only has 1 frame showing the head explosion, frame 313, he was astounded. Voilà un extrait du dialogue entre Peter Janney
et Dino Brugioni. What I saw was more than that. More. This is frame 313. So you saw more pink mist going up, straight up. I remember the scatter was high. Yeah. You know, say 3 or 4 feet from his head. Uh-huh. Up in the air. Yeah. Uh-huh. This is the only frame on the whole Zapruder film that you get to see. No, there was more than that. There was more than, so you're saying there was more than one frame, for sure. How many frames do you think there would be? I don't know, but all I know is that we were shocked when we saw it. Right, right. If you go down to the archives, you ask for the Zapruder film, they claim that that's the true one? That's the true one, right. The one that, the frames that we just looked at. No? You're shaking your head. That's not the true one, is it? Is that what you mean? I say the one that I saw, man, his head, it was way high off of his head. Yeah. The debris. And I can't imagine that there would only be one frame. Les deux segments du film sur lesquels les responsables des services secrets se sont concentrés sont la limousine de JFK passant derrière le panneau de l'autoroute et en ressort, et le plan de la tête de JFK recevant la balle. Deux séries de tableaux d'information ont été réalisées et reliées par une charnière au milieu, permettant de plier chacun d'eux. Brugioni a dactylographié un ensemble de notes d'une page pour Arthur Landol, contenant les noms de toutes les personnes impliquées ainsi que des informations techniques. Les deux agents sont partis avec le film, mais sans les panneaux, vers 3 heures du matin. Dino Brugioni a informé Landol et ce dernier est arrivé pour prendre les tableaux d'information et les notes et a remis le tout au directeur de la CIA, John McCone. Brugioni est rentré chez lui peu après et n'a plus jamais été informé ce week-end-là d'une quelconque activité au NPIC. Le fait surprenant est que l'équipe dirigée par McMahon et Hunter est intervenue le lendemain de celle de Brugioni. Un agent secret, Bill Smith, a présidé à ces nouveaux panneaux d'information et a dit à McMahon que ce travail devait être traité comme étant top secret et que la copie avait été traitée auparavant à Hawkeye Works. Dino Brugioni a non seulement confirmé l'existence du laboratoire ultramoderne de Kodak à Rochester, utilisé par la CIA, mais il a indiqué que Hawkeye Works pouvait tout faire. When I tell you that Secret Service agent Bill Smith informed Homer McMahon at NPIC on Sunday night, November 24th, when I tell you that Bill Smith told him that this motion picture film of the assassination, the Zapruder film, was processed at Hawkeye, he used the word Hawkeye Works. Does that sound feasible to you, that a home movie would be processed there? Yes, you want the finest work that you can get, sure. You know that if it went there, you were going to get a first-class print job. Au cours des entretiens de 1997, ni McMahon ni Hunter n'ont mentionné Dino Brugioni. Pourtant, chacun d'entre eux croyait travailler avec le film original. Une opération compartimentée pour que les deux groupes ignorent ce que faisait l'autre. Brugioni n'a jamais découvert le second événement NPIC avant 2009. Il s'en émeut et s'étonne que son directeur, Arthur Landol, ne lui en a jamais parlé, car il se disait tout et avait une relation privilégiée. Well, it bothers me that I can't imagine Landol sending people in and not telling me. Because I was so close to Landol. Would it be fair to describe you as his right-hand man? Oh, yeah. Oh, yeah. Even more than the deputy director, perhaps, right? Oh, yeah. Oh, yeah. Because you prepared, is it not true? You prepared briefing boards for presidents. Yeah, not only that, but
whatever I made, I would make sure that Lundahl saw it. En clair, il a été trahi. Toutes ces informations expliquent une opération secrète pour avoir été si bien compartimentée. Ce qui renforce cette opinion est un autre fait. En 1975, le président Gerald Ford a nommé la commission présidentielle sur les activités de la CIA aux États-Unis, dirigée par le vice-président Nelson Rockefeller. À propos du film de Zapruder, cela a forcé la CIA, 1. à admettre à la commission, le 14 mai 1975, qu'elle possédait encore 4 panneaux d'affichage montrant des agrandissements du film, ceux de McMahon et Hunter, comme ils l'ont reconnu. 2. à remettre les 6 pages de notes de travail du NPIC. La même année, Dino Brugioni a signalé au nouveau directeur du NPIC, John Hicks, qu'il était en possession de l'un des tableaux d'information fabriqués par lui le samedi. Arthur Lundahl le lui avait remis en lui disant de le mettre sous clé. Then, when the investigation of the Rockefeller Commission, investigation of CIA and domestic activities came up, we were called in and said, now make a list of every contact that you've had with people involved in domestic activities. During that discussion, I told Mr. Hicks, I said, I've got the Zapruder film. And he blew up. God damn it, what the hell are you doing with that? And that's the language he used? That's the language he used. And then he said, get the goddamn thing out of here. Is that that sounds like a verbatim quote. That's a verbatim quote. Boy, he really was mad, and he was madder than hell. So I took the thing, I took the board downstairs to the courier shop, and I said, wrap it and send it to the director's office. And I never heard anything about it again. Pourquoi Hicks a-t-il réagi de manière excessive à la série de tableaux d'information de Brugioni? Hicks a donc entrepris de cacher à la commission Rockefeller l'existence du tableau d'information de Brugioni. Le 7 mai 1975, Knocke, assistant spécial du directeur de la CIA, a signé une page dactylographiée à l'avocat Robert Olsen de la commission, résumant l'activité sur le film de Zapruder au NPIC sans date spécifique et confondant les 2 événements en un seul. Pourquoi cacher de telles informations si l'opération était banale? Et pourquoi avoir compartimenté 2 opérations? Si le film traité par McMahon et Hunter avait été le même que celui traité la veille, il n'aurait pas été nécessaire de procéder à une opération compartimentée. Et la même équipe du samedi soir aurait pu être appelée à nouveau. En clair, tout a été fait pour cacher les tableaux d'information élaborés par Dino Brugioni sur le film original de Zapruder à la commission, et pour cacher à Brugioni la découverte de 4 panneaux se trouvant aux archives, et que la CIA avait découvert dans ses propres dossiers en 1975 lors de l'enquête de la commission Rockefeller. Cette dissimulation est révélatrice, et pour cause, les agrandissements auraient pu montrer des images non modifiées de l'assassinat du président. John Hicks savait qu'il y avait eu 2 opérations compartimentées en 1963, et que s'il le révélait, il révélerait que le film de Zapruder avait été modifié à Hawkeye Works. Où sont donc les panneaux d'information élaborés par Brugioni? Entre ces 2 opérations, d'après Doug Horn et selon McMahon, le film aurait été transporté vers Hawkeye Works. Dans cette usine a été réalisée une copie altérée du film, destinée à se faire passer pour le film original et donnant l'impression que l'arrière de la tête de Kennedy était intact, supprimant les débris de sortie, même si cela induisait un mouvement apparent de sa tête, donnant l'impression
qu'il avait peut-être été tué de face. Cette copie a donc été ramenée le lendemain au NPIC pour réaliser de nouveaux tableaux d'information qui seraient dépourvus des preuves les plus flagrantes de la direction des tirs. En effet, le format du film 8 mm de Zapruder présenté à Brugioni était différent de celui présenté à McMahon, qui était en 16 mm. Pourquoi un tel changement? Il y a une explication logique. Si la CIA fait apporter secrètement l'original le samedi au NPIC et en rapporte une copie en 16 mm non coupée le dimanche pour ses tableaux d'information, c'est bien pour faire croire par l'intermédiaire de ce petit film en la version officielle des faits. La CIA a refusé de fournir la moindre information sur Hawkeye Works lorsqu'elle a répondu à la demande de Doug Horne le 7 février 2011. Ce dernier pense que cette falsification a été produite par une tireuse optique à imagerie aérienne sur laquelle était fixé un support d'animation comme illustré dans le manuel du professeur Raymond Felding, publié en 1965. Cette technique était utilisée à Hollywood dans les années 1950 et 1960. Tout ceci est une explication solide. Après la diffusion de la copie pirate de l'assassinat dans le talk show Good Night America, le magazine Life a vendu le film et tous ses éléments à la famille Zapruder pour $1. La famille Zapruder a placé le film aux Archives nationales en 1978. En août 1998, le gouvernement américain est devenu propriétaire du film de Zapruder. En échange, la famille a reçu du Congrès 16 millions de dollars. Il ne s'agit pas ici de prouver la fausseté du film de Zapruder, mais de donner des pistes de sa falsification étant donné tout ce contexte. Il y a beaucoup de théories. On parle de l'homme au parapluie, du flou de certains objets ou de certains personnages, qui prouveraient que le film a été falsifié. Il serait trop long de suspecter chaque détail au point de sombrer dans le délire. Une chose est certaine, avec tous les éléments réunis par Doug Horne et tant d'autres, les événements ne se sont pas passés comme la version officielle le prétend. Nous avons un lien probant que la CIA a eu en main le film pour le transporter au NPIC et à Hawkeye Works, contrairement à ce que prétendait David Vrone dans The Zapruder Film, niant que la CIA s'en était préoccupée et se moquant de l'autopsie falsifiée de JFK évoquée dans le livre Best Evidence de David Lifton, le tout sans mentionner les travaux de Doug Horne. Or, Doug Horne l'a établi maintenant de manière sûre, preuve à l'appui. Si dans son livre, Richard Trask mentionne l'épisode du NPIC, il ne pouvait connaître en 2005 l'intervention de Dino Brugioni le samedi soir, qui ruine son interprétation. S'il ne croit pas à la modification en s'appuyant sur le rapport d'authenticité de Roland Zavada, un ancien expert en optique chez Eastman Kodak, il ne relève pas qu'il s'agit là d'un conflit d'intérêts majeur. Comment un tel expert allait-il contredire son ancien employeur Kodak qui avait une installation secrète de la CIA appelée Hawkeye Works? Trask omet plusieurs choses, comme le rôle de C.D. Jackson, qui a pu demander à Richard Stolley d'approcher à nouveau Zapruder le dimanche soir et de proposer un prix de vente plus élevé en échange de la propriété totale
du film. En effet, Charles Douglas Jackson a servi à l'OSS, future CIA, pendant la Seconde Guerre mondiale et a été chef adjoint de la Psychological Warfare Division, division de la guerre psychologique. Anticommuniste extrémiste, C.D. Jackson a été chargé par le président Eisenhower d'assurer la liaison entre la CIA nouvellement créée et le Pentagone. En 1960, il est éditeur du magazine Life. Il meurt en 1964. Sa veuve a remis des documents à la bibliothèque présidentielle Eisenhower, qui révèle qu'il travaillait comme agent de la CIA depuis 1948. Jackson a donc publié des images individuelles du film de Zapruder, mais n'a pas autorisé la projection du film. Chose étonnante de la part d'un dirigeant de presse qui n'a pas voulu en retirer le moindre bénéfice financier. Les photos publiées par Life le 29 novembre 1963 correspondent à celles des tableaux d'information de McMahon et Hunter. On peut se demander pourquoi falsifier un petit film. En effet, si une autopsie non officielle d'un président peut avoir lieu, pourquoi un film ne pourrait-il pas être modifié avec le plus grand des secrets? Relions celui-ci à la réalité. Il y a un problème entre ceux qui ont simplement vu l'assassinat et celui qui l'a filmé, comme Zapruder. Zapruder se tenait sur un piédestal en béton, le long d'Elm Street sur Dealey Plaza, tenant une caméra Bellowell Zomatic Director Série modèle 414 PD. Il a filmé 486 images du film standard Kodachrome 2 de 8 mm, à une vitesse moyenne supposée de 18,3 images par seconde. Son film est d'une longueur de 1,82 m et dure 26 secondes. Les photogrammes sont numérotés de Z001 à Z486. Zapruder, témoin principal, indique le tir au front dans un entretien le jour même de l'assassinat à ABC News Dallas. And as I was shooting, as the president was coming down from Houston Street making his turn, it was about halfway down there, I had a shot. And he slumped to the side like this. Then I had another shot or two, I couldn't say what it was, one or two. And I saw his head practically open up, all blood and everything. And I kept on shooting. That's about all. I'm just sick again. S'il est cohérent avec son film, il y a plusieurs problèmes. La suppression des images montrant le large virage de la voiture sur Elm Street. On admet que Zapruder a commencé à filmer, puis a cessé pour économiser sa pellicule. Or, il affirme le contraire. Dans l'interview qu'il a accordée à Marvin Scott en 1966 et que cite Jacob Homberger dans son livre An Encounter with Evil, Zapruder a déclaré « Ensuite, j'ai guetté l'arrivée des voitures. J'ai vu les motos. Puis la voiture s'est approchée. Quand elle a tourné, j'ai commencé à filmer. Elle a tourné de Houston Street à Elm Street. Et j'ai filmé pendant qu'elle arrivait. Et Jacqueline et le président faisaient des signes de la main. Et quand elle est arrivée dans l'axe de ma caméra, j'ai entendu un coup de feu. » Zapruder n'est pas le seul. Son assistante Marilyn Sitzman, qui se tenait derrière lui, a accordé un entretien dans la première partie de la série Les hommes qui ont tué Kennedy. We were looking around to see where would be a good place to be. And he looked here and he said, well, this standing up here would be a good shot. But he said, I got vertigo and I can't stand up there by myself. Would you stand behind me and hold on to me? I said, sure, why not? So he gets up here, I get up behind him, and I'm holding on to him. And he started filming about, just before they came around the corner.
And we're filming, they come around the corner and start coming down and they're, you know, waving at everybody. Suppression capitale, car le virage à gauche sur Elm Street aurait attiré l'attention sur le fait qu'il était contraire au protocole des services secrets que la limousine ralentisse autant, facilitant le tir sur le président peu après. Cette coupure intervient à Z132 et reste problématique. Il y a d'autres coupures. Rappelons qu'un employé du laboratoire a endommagé le film et détruit plusieurs images. Tout d'abord, les photogrammes Z155 et Z156. Puis les photogrammes Z208 à 211. Cette partie correspond à la voiture sortant du panneau Stamens. Dans des versions récentes du film, la limousine semble filer droit, alors que dans d'autres versions plus anciennes, on observe cette coupure, juste au moment où le président reçoit une balle à la gorge. Coupure fort gênante. On se souvient que les deux agents secrets ont porté l'attention sur la limousine du président sortant du panneau et le tir fatal à l'image 313. La pellicule est réparée par un collage, laissant une marque noire à la jonction des images Z207 et 212. En janvier 1967, George P. Hunt, chef d'édition de la revue Life, prétend que le film n'a pas été endommagé et que ces 4 images seront reproduites dans un numéro ultérieur, ce qui ne fut pas le cas. Finalement, Life doit reconnaître la dégradation et ne donne aucune réponse concernant la destruction des images Z155 et 156. Au passage, on peut s'interroger sur le plan Z220 où le haut du bord droit du panneau Stamens semble aplati, ce qui n'apparaît pas dans le plan Z219 et Z221. Est-ce un indice d'une éventuelle altération de la largeur du panneau pour masquer ce qui se passait pendant le tir à la gorge? Deuxièmement, la suppression de l'arrêt ou le quasi-arrêt de la voiture absent du film de Zapruder. Dans le tome 4 de son livre, Doug Horne recense qu'une 60aine de témoins ont indiqué que la limousine du président s'était arrêtée pendant une demi-seconde à 1 seconde et demie, après les premiers coups de feu, ce qui a permis aux tireurs d'atteindre plus facilement Kennedy. Cela n'apparaît pas sur le film. Troisièmement, la fameuse image 313. Brugioni disait que l'explosion de la tête comportait plus d'une image et montrait de la matière cérébrale et une brume blanche projetée en grande quantité dans l'air. L'explosion de la tête aurait été réduite à une seule image, déplacée plus basse et devenue rouge au lieu du blanc vu par Brugioni. Quatrièmement, logiquement, les images suivant l'image 313 ont été modifiées pour peindre une tache noire à l'arrière de la tête du président afin d'éliminer la grande blessure de sortie à l'arrière droit de la tête afin que le film de Zapruder corresponde aux photos d'autopsie de l'arrière de la tête de JFK qui apparaissent également intactes. Or, le personnel soignant de l'hôpital Parkland de Dallas parle d'un grand trou à l'arrière de la tête de Kennedy, indiquant, insistons dessus, une blessure de sortie, donc un tir de face. Sur le site du blogueur de Midnight Writer News et dans les archives à l'épisode 107 se trouvent 3 images des scans hollywoodiens à haute résolution
du film réalisé par Sidney Wilkinson et Tom Whitehead. Elles sont en couleur logarithmique et non linéaire, montrant la gamme complète de toutes les informations de chaque image. Ces images révèlent la tache noire à l'arrière de la tête de JFK bien mieux que les images documentaires normales du film de Zapruder. Le plan large de l'image 317 provient d'un scan 2K et les deux autres plans sont issus de scans 6K. Ces scans ont été réalisés à partir d'images individuelles du négatif de troisième génération duplicata 35 mm obtenu auprès des Archives nationales en 2008. Sur ces images, on constate une différence flagrante entre l'ombre sur la tête de Connolly et celle sur JFK. Au même moment, la tache noire sur JFK est grossière, mal découpée, plaquée, et semble être un ajout technique par une imprimante optique aérienne, ce qui prouverait l'altération du film. Voici un document inédit jusqu'ici, où Dino Brugioni confirme cette anomalie dans son entretien avec Doug Horne et que le film ne correspond pas à ce qu'il avait vu. Looking at this photograph, it doesn't shock me like it did when I first saw it. I just gasped, and so did everybody else. I have a feeling that something has been cut out of this, you know, the killing. Regarding the head explosion? Yeah. Are you, do you believe that with that exception, this is the same film you worked on, the same general film, and this, or do you think this might be a different film? No, I think it's the same film, but I just thought there's missing frames. I thought there's something missing out of this. How many frames do you think might be missing from the head explosion? It would be a few. I just thought, when I saw it, I remember the white above the head and the white mist around around it. Mm-hmm. Was the mist white or red? White. Mm-hmm. Do you remember seeing red mist at all? No, I remember just the white. You don't remember seeing a bloody color, a blood color, like you see here? No. You know what I would do? I would impose his head over this, see what comes out. Mm-hmm. Does this trouble you the way it troubles me? This troubles me right here. Yeah, this should be his jaw and his neck. I don't understand why it's black like this. That doesn't look right. Now, blood wouldn't photograph that bad, would it? See, here's an example right there. Mm-hmm. You know, that's an anomaly. I don't know what. Yeah, you don't see any indication of a different. Now, if you had a densitometer, that's what you'd do. You'd see the density, see if you can get some density out of that. And you'd want to use that on the actual film, is that right? No, you could use it on the photo. Oh, okay. On this? Yeah. Let me ask you the big question, Dino. Do you think that this film you're watching now, you can watch Clint Hill here, do you think this is the film that you watched on Saturday night, November 23rd? I watched a good quality film, that's for sure. I don't know, I thought the blast of the head lasted longer, and now I think that here, I'm amazed at the quality here. This is good. Mm-hmm. I didn't see it that clear, but I did see this, and I did see. I thought I saw the white glob in the air higher, mm-hmm. and there was a mist.
Is this what you recall seeing I Saturday? saw more, no. I saw more than that. How certain are you about that on a scale of 1 to 10? 10. Enfin, cinquièmement, la blessure à la tête est cohérente avec les dommages montrés sur de nombreuses photos de l'autopsie de Kennedy, développée le samedi. Comme le prouve Doug Horne dans ses livres, une autopsie clandestine à 18h35 a eu lieu en amont de l'autopsie officielle à 20h pour créer cette énorme blessure à la tête et enlever les preuves médico-légales d'un ou plusieurs tirs frontaux. Pourtant, cette blessure n'a pas été vue à l'hôpital Parkland de Dallas par le personnel soignant le jour où Kennedy a été traité là-bas. 16 témoins, les plus proches du président Kennedy, les patrouilleurs et les motocyclistes de la DPD ne se souviennent pas d'avoir vu le violent claquement de tête d'arrière en avant et sur la gauche vu dans le film de Zapruder. Voilà un problème majeur que ne montre pas le film. Cette opération clandestine devait être ajoutée par la suite sur le film de Zapruder, et ce pourquoi ce dernier aurait été modifié le dimanche 24 à Okai Works. Tout concorde, d'autant qu'il est difficile de croire à un tireur isolé, comme le dit la commission Warren, et à sa théorie de la balle magique, qui, comme on sait, serait entrée dans le dos de Kennedy et ressortie par son cou, puis se serait logée dans le dos du gouverneur Connolly à l'avant de la voiture pour traverser son poignet et finir sa course dans sa cuisse, tout en restant intacte. Jacob Hornberger, dans son essai « An Encounter with Evil », réunit tous les liens évoqués et y ajoute l'étrange tabou, ne jamais évoquer le film qui régna dans la famille Zapruder en s'appuyant sur le livre de la petite fille de Zapruder, Alexandra, dans 26 secondes. Zapruder aurait été, selon lui, en quelque sorte traumatisé par ce qu'il avait vu et les modifications ultérieures de son film. Tous ces éléments convergent vers une falsification du film pour correspondre à la version officielle. Enfin, deux choses étonnent. La première est l'absence de réaction de Zapruder. Il filme sans sourciller, sans avoir le moindre tremblement devant un événement tragique inattendu. Un président recevant une balle en pleine tête, d'autant qu'il a été touché par d'autres tirs auparavant. D'autres personnes présentes se couchent, d'autres sont stupéfaites. Mais Zapruder, lui, continue de filmer. Voilà quelqu'un qui a le meilleur point de vue et sa caméra ne tremble pas, n'effectue pas un mouvement de nervosité, ne serait-ce que de lâcher sa caméra un instant et de regarder de ses propres yeux ce qui se passe. Surtout à cette époque, alors qu'à la nôtre, nous braquons à l'avance avec perversité notre portable pour filmer une scène sensationnelle. La seconde est le cadrage approximatif de Zapruder, qui, vers la fin, n'est plus du tout centré. La limousine du président frôle le bas de l'image, même pour un amateur habitué comme Zapruder. Ce qui suggère l'hypothèse que Zapruder aurait peut-être été partie prenante dans la mise en scène de l'assassinat. Il est étrange qu'il ait travaillé chez Nardis, société de vêtements à Dallas, aux côtés de Jeanne Legon, femme qui devint l'épouse de George de Mohrenschildt, agent de la CIA en lien avec Lee Harvey Oswald. Mohrenschildt, comme l'affirme Greg Burnham, était-il un membre actif de deux organisations appartenant
à la CIA, le Conseil de Dallas sur les affaires mondiales et la croisade pour une Europe libre, dont les autres membres comprenaient Abraham Zapruder, George H. W. Bush et Harrelson L. Hunt. Il y aurait une rencontre avec le mal encore plus inquiétante. Rappelons que Homer McMahon a dit à Doug Horne le 14 juillet 1997 que 6 à 8 coups de feu avaient visé le président Kennedy et qu'ils avaient été tirés d'au moins 3 directions. Complot à Dallas en 1973 de David Miller d'après un scénario de Dalton Trumbo, Donald Freed et Mark Lane est le premier film évoquant le complot concernant l'assassinat de Kennedy. Près de 20 ans plus tard, JFK en 1992 d'Oliver Stone indique comment la chose s'est à peu près passée et cette fiction est sans doute plus proche de la réalité que le film réel de Zapruder. Waiting for the radio to say, green, green, or abort, abort. The first shot rings out, sounding like a backfire. It misses the car completely. Frame 161, Kennedy stops waving as he hears him. Connolly's head turns slightly to the right. Frame 193, the second shot hits Kennedy in the throat from the front. Frame 225, the president emerging from behind the road sign. You can see that he's obviously been hit, raising his arms to his throat. The third shot, frame 232, hits Kennedy in the back, pulling him downward and forward. Connolly, you will notice, shows no signs at all of being hit. He is visibly holding his Stetson, which is impossible if his wrist has been shattered. Connolly is turning here now, frame 238. The fourth shot, it misses Kennedy and takes Connolly in the back. This is the shot that proves there were 2 rifles. Connolly yells out, "My God, they're going to kill us all." Somewhere around this time now, another shot that misses the car completely strikes James Haig down by the underpass. The car breaks. The sixth and fatal shot, frame 313, takes Kennedy in the head from the front. This is the key shot. The president going back and to his left. Shot from the front and right. Totally inconsistent with the shot from the depository. Again, back and to the left. Back and to the left. Back and to the left. Oliver Stone ne s'interroge pas sur la nature du film de Zapruder. Il y a d'autres films ce jour-là, dont celui d'Orville Nix et de Mary Mushmore. Nix a filmé de l'autre côté de la limousine où était posté Zapruder. La petite fille d'Orville, Gail Nix Jackson, a poursuivi le gouvernement en justice afin qu'il lui restitue le film comme le relatait le quotidien anglais The Guardian. Le problème est que le film d'Orville Nix ne commence qu'à partir du moment où le président Kennedy a été touché à la tête. Il a appartenu à l'UPI, qui l'a prêté au HSCA à la fin des années 1970. Cette dernière a perdu le contrôle du film en 1978 après qu'il a été renvoyé à Washington depuis 2 laboratoires numériques où il avait été amélioré et analysé pour le HSCA. Sa localisation est inconnue depuis. Nix, dans un entretien en 1966 par l'enquêteur Mark Lane pour son documentaire Rush to Judgment, a déclaré que le film qu'il avait reçu n'était pas identique à celui qu'il avait tourné. Is that copy the same as the original which you gave to the FBI on December 1st? I would say no. There's some films maybe missing, some frames. Some of the frames were ruined. Does the film which you have at the present time have the same number of frames
as the film which you delivered to the FBI on December 1st? I would say no, but it's because of losing maybe a frame here and there. At the time that the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence between the book depository and the railroad track. Le 22 novembre 1963, Mushmore était à Dealey Plaza avec sa caméra de cinéma amateur. Le film de Mushmore se compose de 7 séquences, 6 avant l'assassinat et 1 pendant la fusillade. Le film se termine quelques secondes plus tard, alors que l'agent des services secrets, Clint Hill, court vers la limousine puis monte à bord. Les faisceaux de preuves concernant le film de Zapruder deviennent de plus en plus probants. Il en reste un encore plus flagrant. Il est, somme toute, ironique que le président Lyndon Johnson engagea l'ancien chef de la CIA, Alan Dulles, dans la commission Warren, celui qui fut limogé par JFK et remplacé par John McCone, suite au déroulement désastreux de l'invasion de la baie des Cochons à Cuba en 1961 et au refus de Kennedy de l'opération Northwood. L'ancien président des États-Unis, Harry Truman, qui avait autorisé la création de la CIA en 1947, écrivit un article paru le 22 décembre 1963 dans le Washington Post, jour pour jour, un mois après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et intitulé « Limiter le rôle de la CIA ». On peut se demander si l'implication de la CIA n'est pas un écran de fumée pour nous faire oublier d'autres pistes. On évoque même le Mossad. Il est bien difficile d'y voir clair. JFK ne fut pas conforme à l'image kitsch ou publicitaire qu'on fit de lui. Elle aussi fut falsifiée, comme celle de tout homme politique. Si le journaliste Seymour Hersh, dans la face cachée du clan Kennedy, retrace frasques sexuelles frénétiques, élections truquées en lien avec la pègre par son père, pot de vin, tentative d'assassinat de dirigeants étrangers dont Castro, opération Mangouste, il croit naïvement aux tueurs isolés et à la commission Warren. Il n'a rien pu exhumer, dit-il. On peut lui conseiller de mieux chercher. Ou faut-il croire Peter Janney dans Mary's Mosaïque que JFK a changé du fait de sa relation avec sa maîtresse Mary Pinchot Meyer, une belle et brillante femme, elle aussi assassinée en 1964, concernant le fonctionnement interne de la politique étrangère de son administration. Une autre thèse, admise maintenant, énonce que son assassinat fut un complot orchestré par l'appareil militaro-industriel, exécuté par la CIA, avec la coopération active d'exilés cubains, pour faire dérailler le retrait du Vietnam, les plans de paix et de coopération en faveur de la détente et du désarmement avec l'URSS. Il reste que le discours de Kennedy prononcé à l'université américaine le 10 juin 1963 ne pouvait que contrarier toute la machinerie militaire en vue de l'hégémonie, comme on l'a vu ces dernières années avec le renversement de Mossadegh en 1953 en Iran, d'Allende au Chili en 1973, l'invasion de l'Irak en 1990 et des dizaines d'autres en Afrique, en Amérique du Sud, en Bosnie, en Afghanistan. L'assassinat de Kennedy constitue le tournant à cette époque. In short, both the United States and its allies
and the Soviet Union and its allies have a mutually deep interest in a just and genuine peace and in halting the arms race. Agreements to this end are in the interests of the Soviet Union as well as ours, and even the most hostile nations can be relied upon to accept and keep those treaty obligations, and only those treaty obligations, which are in their own interest. So let us not be blind to our differences, but let us also direct attention to our common interests and the means by which those differences can be resolved. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal. Le président s'en inquiétait pour avoir demandé au cinéaste John Frankenheimer de réaliser 7 jours en mai, en 1963, d'après le roman de Fletcher Knebel et Charles Bailey II, et dont l'intrigue raconte un complot militaire au sein du gouvernement américain. Then there are the wagering activities of yours, General. Particularly a betting pool on the Preakness. Oh, come now, Mr. President. Or perhaps more aptly classified, your personal and private code. It covers your plan for the military overthrow of the United States government. I presume, Mr. President, you're prepared to back up that charge? I am prepared to brand you for what you are, General. A strutting egoist with a Napoleonic power complex. And an out-and-out traitor. I know you think I'm a weak sister, General. But when it comes to my oath of office, defending the Constitution of the United States... Somebody has to teach me how to salute a flag. Somebody has to teach you about the democratic processes that flag represents. But don't you presume to take on that job, Mr. President. Because, frankly, you're not qualified. Your course of action in the past year has bordered on criminal negligence. This treaty with the Russians is a violation of any concept of security. You're not a weak sister, Mr. President. You're a criminally weak sister. Cela se confirme avec l'assassinat de Robert Kennedy en 1968, qui représentait une énorme menace pour la CIA. Et s'il était élu, il arrêterait la guerre, prendrait le contrôle de la CIA et enquêterait à nouveau sur la mort de son frère. Oh, my God. Senator Kennedy has been shot in the head. I am right here. Rafer Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. He still has the gun. The gun is pointed at me right at this moment. I hope they can get the gun out of his hand. Get the gun. Get the gun. His hand is frozen. Get his thumb. Get his thumb. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. Okay, now hold on to the guy. Hold on to him. Hold on to him, ladies and gentlemen. They have the gun away from the man. En 1963, nous commencions à entrer dans une société ultra médiatisée, où l'image allait peu à peu représenter la réalité et s'y substituer. Cette méthode est déjà présente dans notre fort intérieur, dans le montage intime que nous nous faisons de nous-mêmes et du monde. À l'époque, il n'y avait pas autant de caméras, alors qu'aujourd'hui, nous sommes sursaturés par toutes sortes d'images aisément manipulables grâce à des logiciels comme Photoshop, au point que nous n'avons plus une représentation à peu près correcte des événements. L'intelligence artificielle a accentué ce problème. Un peu comme dans Des hommes d'influence, en 1997, où le président des États-Unis, candidat à la réélection, est éclaboussé par un scandale sexuel avant le début du scrutin. La Maison-Blanche fait appel à un homme d'influence, un façonneur d'images, conseiller en marketing politique. Mis au courant de la situation, il rend visite à un producteur hollywoodien et le convainc de fabriquer
une guerre contre l'Albanie. Are we ready yet? How soon do you think we'll be able to get this cut? Oh, we're going to be done in about 4 or 5 hours. Oh, that's good. We can link that to the press. They can downlink it on Telstar 401 Transporter 21. Makes you glad you've lived this long. And this just in, a Newsbreak special report from the Albanian front. We've just received information that the young Albanian national fleeing in this video is attempting to escape terrorist reprisals in her village. America has seldom witnessed a more poignant picture of the human race than that which armed conflict. Fantastic. Falsifier un tel film en 8 mm, non vu pendant 12 ans, était une habile méthode pour l'inscrire comme la réalité de l'assassinat du président que tout le monde aurait en tête d'une façon automatique et ne pouvant remettre en cause ce qui s'était passé ce jour-là. Un simulacre de réalité. La morale de l'histoire est qu'aucun document visuel ou sonore de nos jours ne peut être validé en première instance comme véridique, ce qui est un contexte assez récent et chose peu imaginable auparavant. Le virtuel remplace le réel. Alors quand on voit cette image 313, on peut légitimement dire qu'elle est fausse, même si elle prétend représenter la réalité.